7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve donc Raphaël Aima, le porte-parole de Ténésoun. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors est-ce que à la limite on pourrait pas commencer justement par rappeler ce qu'est Ténésoun ? Alors Ténésoun, c'est une association nationaliste, identitaire, périphérique aux partis politiques, qui agit en Provence. Donc nous, l'idée, c'est que on défend une triple identité provençale, française, européenne, et on le fait par un certain nombre d'actions, en ouvrant des locaux, en faisant de l'agite propre. On essaye, dans une démarche non électoraliste, de se mettre au service du bien commun. Alors, est-ce qu'on pourrait donc là, vous vouliez ce matin présenter une lettre ouverte à la mouvance militante justement ? C'est ça, alors... Cette lettre s'adresse à l'ensemble de la mouvance militante identitaire dans sa variété de chapelles, de méthodes et d'organisations qui la composent. Elle est écrite par un militant, pour les militants, à l'heure où le second tour de cette élection législative anticipée s'approche à grands pas. Pour les acteurs de cette droite hors les murs, de celle qui ouvre des locaux, qui a déployé des dizaines de banderoles, collé des centaines d'affiches, qui a passé des heures pour le combat en faveur de la défense de notre identité, en payant souvent le prix dur, cette lettre s'adresse à elle. Le 7 juillet, c'est une évidence qu'il faudra que chacun d'entre nous aille voter. Mais paradoxalement, à l'heure où le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut dans les sondages, l'heure n'a jamais été aussi propice à la critique du providentialisme électoral. L'institutionnalisation effective du principal parti de droite radicale de l'histoire politique contemporaine française ne signera pas l'aboutissement de nos combats. En politique, la victoire n'est pas un instant chronologique fixe. Elle n'est pas une révélation qui se dévoile à nous comme une évidence à l'occasion d'une matinée différente des autres. L'étude de l'histoire nous démontre que le grand soir n'existe pas. La victoire est une construction lente, un chemin plutôt qu'une ligne d'arrivée, un édifice à construire. L'institutionnalisation du Rassemblement national pourrait pousser un certain nombre d'entre nous à faire le pari de l'entrisme, car au final, le militant associatif, c'est un parcours lambda. Après quelques années d'encanaillement, il faut se ranger, faire carrière, éteindre la flamme pour embrasser la raison. L'étude de l'histoire politique, pourtant, nous démontre que l'action d'entrisme est inefficace, celle-ci étant vouée à l'échec à cause des appétits matériels et pécuniaires de tout un chacun. Je disais plus haut que la critique du providentialisme électoral, c'est-à-dire de l'attente d'une résolution des maux du pays par le haut, par la tête, était plus que jamais actuelle. La prise de pouvoir électorale, presque certaine du Rassemblement national, ouvre, selon moi, l'espace à la critique de la seule action électorale. Loin de vouloir douter des intentions des militants, des électeurs ou des cadres du parti, je ne me berce pas ou peu d'illusions sur l'état des institutions de ce pays. L'appareil étatique dans son entièreté. L'administration est gangrénée, parasitée. Comme un corps qui souffre d'arthrose, quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, si ce n'est dimanche bientôt, il est plus que probable que le squelette national ait du mal à se mouvoir. Ça bloquera, ça va piétiner. Les ordres seront donnés, peut-être, mais la réaction se fera attendre. Elle sera lente, peut-être inefficace, probablement laborieuse. Si je dresse cet état de fait, c'est pas par pessimisme. J'ai pas envie de gâcher la fête. Parce que je crois que la politique demande une certaine conscience des réalités. Et justement, derrière les scores, derrière les sondages, derrière l'engouement légitime pour une victoire inédite, il y a les réalités matérielles, palpables, implacables, cruelles de ce pays. Il est pourri des pieds à la tête et le remède à la maladie qui le frappe se trouve, je crois, ailleurs que dans la seule résolution électorale. J'ai commencé à militer en faveur de la défense de notre identité il y a 4 ans. J'ai poussé la porte d'un local à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Comme beaucoup d'autres qui préfèrent s'engager dans les associations à la périphérie des partis, j'ai favorisé cette forme de militantisme car j'étais idéaliste. Je n'étais pas intéressé par l'acquisition d'un poste ou par une rémunération. Je voulais me mettre dans la lignée d'une certaine tradition, au service des miens et du bien commun. Et l'âme que j'avais à 18 ans m'avait poussé à le faire en dépit des risques judiciaires, sociaux, politiques qu'un militantisme politiquement incorrect emmène nécessairement. Je le disais au début de cette chronique, ma mouvance a collé des centaines d'affiches, déployé des dizaines de banderoles, souffert de la répression, des dissolutions, de la violence du camp d'en face, de la marginalisation sociale et médiatique. Et pourtant, notre gain politique est relativement impalpable, du moins largement décevant à l'échelle de la sueur que nous avons fournie. C'est quelque chose que je vis presque comme un traumatisme. Nous qui avons tant donné, allons-nous rester spectateurs de la grande histoire ? Sommes-nous condamnés à la regarder passer sous nos yeux avec nos noms et nos actions qui seront oubliés ? Je crois pas. À la faveur de cette crise, puisque c'est de ça qu'il s'agit, d'une crise politique, je crois qu'un espace vient de s'ouvrir. Une fenêtre de tir. Un certain Ernst von Salomon disait « Si jamais du nouveau vient au monde, c'est bien du chaos qu'il surgit. Le chaos est plus favorable au devenir que l'ordre. » Je paraphrase. Les situations de crise sont des situations d'opportunité. C'est d'autant plus vrai pour les radicaux. Ma mouvance et moi-même devons alors d'ores et déjà se préparer à ce qui arrive. Car je suis convaincu que la victoire potentielle de dimanche est un début et non une fin, un commencement et non un épilogue. C'est maintenant que nous devons préparer à l'après.
Nous qui avons toujours milité en situation de minorité. Nous devons être prêts à le faire dans un pays avec plus de 200 députés et peut-être un Premier ministre du Rassemblement national. Nous qui nous sommes heurtés à l'hostilité de l'opinion publique. Celle-ci s'est rapprochée de nos thèses. Nous qui pensions, parfois, face à l'apathie ambiante, que l'histoire était en pause, nous devons être prêts à assister à son grand retour. Ce retour de l'histoire, justement, un certain théoricien révolutionnaire russe, Lénine, disait « Il y a des années où rien ne se passe et des semaines où des décennies se déroulent. » Le retour de l'histoire emmène avec lui un prix fort qu'un certain nombre d'entre nous ne sont pas du tout prêts à payer. Il est probable que dans les mois à venir, la violence politique à l'égard des patriotes s'intensifie, que nos porte-paroles, nos militants soient pris pour cible par des nervis. Il n'est pas exclu que l'administration poursuive, même sous l'influence du Rassemblement national, son œuvre de répression à l'intention des militants identitaires ou nationalistes. De manière générale, le pays va entrer en ébullition. Et nous, sommes-nous prêts à ça ? Comme je le disais, cette chronique est un message que je souhaite adresser à ma mouvance, aux 2000 ou 3000 têtes qui la composent. L'époque qui arrive, la nouvelle ère qui se lève, exigera de nous une prise de conscience. Je dirais même une prise de maturité, de responsabilité. Elle demande, à l'échelle des groupes comme des individus, un sursaut, une introspection. La vague va déferler. Est-ce que nous sommes en état de la surfer ? Si les espoirs placés dans la victoire électorale donnent naissance à des désillusions, sommes-nous, nous qui sommes à la droite du RN, capables de les accueillir ? Une certitude, la période signera en tout cas l'avenir de notre famille politique. Exister ou disparaître. C'est ironique car c'est à la fois la nature même du combat identitaire qui nous a poussés à nous engager. Comme pour l'avenir de notre peuple, la question est la suivante. Exister ou disparaître ? Derrière les discours lyriques et la théorie politique, j'appellerai la mouvance à se connecter à des réalités plus terre à terre. Ce pays a 12 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il faut aller les chercher. Et quand je parle d'aller les chercher, je parle d'aller les chercher physiquement. Les attirer dans nos locaux, leur faire connaître nos associations, nos groupes, nos méthodes, nos idées. Car ce n'est qu'en se connectant au monde, en s'immisçant charnellement en lui, que nous pourrons exister politiquement. Si ce n'est nous, qui ? Aujourd'hui, il faut aller embrasser le monde. Dresser nos ambitions, agir la tête froide mais en voyant gros. Il s'agit de marquer ou non l'histoire. Ce n'est pas une mince affaire. L'air a une odeur d'essence. Il est certain que nous sommes, comme disait Gramsci, dans ce clair-obscur entre deux mondes. Alors à mes amis et camarades, je dis embrasez-vous. Militons avec passion. Jouons un rôle. La honte pourrait nous envahir si nous disparaissions de la mémoire, emportés par le tumulte des événements, incapables d'avoir su se montrer à la hauteur. Nous sommes là. Nous savons comment faire, nous savons où aller, il faut l'étincelle. Je disais que l'époque avait une odeur d'essence, c'est vrai. Il manque maintenant le choc du briquet contre la pierre. Merci beaucoup Raphaël Aima pour cette lettre ouverte justement à la mouvance militante. Quand vous disiez qu'il fallait aller chercher justement ce peuple français et aller le chercher physiquement, vous l'avez fait, vous avez organisé une soirée électorale. C'est ça, voilà. Un exemple concret de ce que la mouvance radicale peut faire, ce que la mouvance identitaire peut faire, c'est justement d'organiser des réunions publiques. Donc nous, à l'occasion du premier tour, nous avons organisé une soirée électorale dans laquelle nous sommes implantés dans un petit village du Vaucluse. Nous sommes allés chercher les gens, nous sommes allés tracter, nous sommes allés sortir justement de notre zone de confort très militante, très politisée, pour aller ramener justement des électeurs de base du Rassemblement national vers nos thèses. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est assez inédit. Si vous voulez, la mouvance identitaire a toujours été un peu à l'état de groupuscule. Et là, maintenant, pour la première fois, je m'aperçois que des électeurs du Rassemblement national peuvent venir dans nos locaux, peuvent sympathiser avec nous, peuvent même adhérer à l'association. C'est ce qu'ils ont fait pour certains. L'enjeu, c'est aussi de recréer du lien entre les gens, une certaine convivialité. Si vous voulez, quand je critique le providentialisme électoral, c'est parce que je crois que la politique peut se faire de manière alternative aussi. Et quand je dis qu'elle peut se faire de manière alternative, c'est assez concret. Jean-Luc Gana était passé ici il y a quelques temps pour le dire. C'est en ouvrant des tiers-lieux, c'est en occupant l'espace public, c'est en changeant le quotidien réel des gens qu'on peut avoir un impact. L'idée, c'est d'exister politiquement. Et pour exister politiquement, il faut nécessairement qu'on se connecte au réel. Pourquoi c'est nécessaire qu'on existe politiquement? Parce que quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, tôt ou tard, il faudra une digue, il lui faudra une droite, il faudra une mouvance organisée capable de surveiller ses égarements, par exemple. Merci beaucoup Raphaël Aima pour cette chronique, et puis on aura l'occasion de se revoir très bientôt dans les locaux, si ce n'est pas sur la matinale. Je crois que vous intervenez régulièrement aussi dans les autres émissions de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt.